Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver. Une information inédite relative aux relations maroco-israéliennes a été publiée lundi 3 juillet 2023 par l'agence de presse anglaise Reuters, vers 10h GMT, telle que reproduite au Maroc 1h20 plus tard par certains médias électroniques dont Hespress. Et voici la teneur de l'information en question, telle que relayée et formulée par Express, je cite. Israël a lié la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain à l'organisation du Forum de Negev au Maroc. Après moult reports, ce forum, qui regroupe les pays arabes signataires des accords d'Abraham avec Israël, reste suspendu à une décision de Rabat. Cette information repose sur des sources diplomatiques, selon l'agence Reuters, me semble d'une gravité particulière. Si on n'y mettait pas les points sur les i en la décryptant adéquatement sur tous ses angles, dans la mesure où elle risquerait de semer le trouble dans certains esprits de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, en constituant même un facteur de moquerie politique chez les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc ou des opposés à toute normalisation avec l'État hébreu. Et une telle mise au point implique deux interrogations essentielles auxquelles nous tenterons de répondre dans la prochaine vidéo, tout en initiant l'introduction ici. Première question. L'État d'Israël a-t-il le droit de lier sa reconnaissance de la marocanité du Sahara à la tenue de la deuxième conférence de Negev au Maroc? Deuxième question, découlant naturellement de la première, pourquoi le gouvernement israélien hésite-t-il toujours, pour ne pas dire refuse-t-il, de reconnaître explicitement, formellement et officiellement la marocanité du Sahara après presque bientôt 3 ans de la signature de l'accord tripartite? Les deux questions principales précitées suscitent à leur tour trois questions aussi complémentaires qu'élémentaires. Primo, parallèlement aux raisons géopolitiques ou géostratégiques proprement israéliennes qui expliquent la réticence de Tel Aviv au sujet de l'intégrité territoriale du Maroc et que nous tâcherons de découvrir d'ailleurs, existe-t-il un cadre juridico-politique régissant la reprise des relations maroco-israéliennes après leur gel au début du 3e millénaire? Dans l'affirmative, nous posons la question suivante. Est-ce que ce cadre légal justifie l'attitude gouvernementale israélienne actuelle sur le Sahara marocain ou, au contraire, Tel Aviv en violerait le cadre juridique en question? Secondo, l'on parle, surtout en Israël, de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël depuis décembre 2020, à travers leurs bureaux de liaison respectifs, surtout avec un ambassadeur israélien qui représente son pays à Rabat. Mais en revanche, l'on semblerait éviter de prononcer les termes relations diplomatiques, autant que l'on s'empêcherait de considérer les bureaux de liaison des deux pays à Rabat et à Tel Aviv comme des missions diplomatiques. Où est le vrai du faux? Pourquoi cette divergence de terminologie entre deux États censés être convergents sur des notions pourtant fondamentales et courantes? Tertio, enfin, existe-t-il des problèmes géopolitiques et diplomatiques sérieux entre Rabat et Tel Aviv depuis décembre 2020, malgré l'évolution positive de leur coopération économique et sécuritaire que nous annoncent leurs médias officiels et institutions internationales spécialisées? Dans l'affirmative, quelles sont les menaces qui pointent à l'horizon ou les périls qui guettent le processus d'entente entre les deux pays? C'est aux 5 diverses questions évoquées que nous nous évertuerons à répondre à travers plusieurs vidéos successives pour mieux comprendre la vérité, la légalité, la réalité et le factuel de l'actuel dans les nouvelles relations maroco-israéliennes. Tout a débuté par un accord entre Rabat et Tel Aviv dans la reprise de leurs relations. Nous entendons l'accord tripartite de Rabat, signé le 22 décembre 2020 par le Maroc, les États-Unis et Israël. Et puisque toute analyse sérieuse repose d'abord sur le début de son sujet, commençons par le commencement. Sans entrer dans la lettre et l'esprit de la loi ou dans un débat de philosophie du droit, je vais tenter de présenter succinctement le cadre juridique de la reconnaissance d'Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara dit occidental.
Je procéderai à un tel exercice à la lumière du lexique de politique Dalloz, 7e édition, année 2001, essentiellement développé et renforcé par un arsenal de règles idoines du droit international. Cette démarche reposera sur les éléments explicatifs suivants. Premièrement, que l'accord tripartite en question est élaboré en forme simplifiée et qu'il équivaut à une convention internationale dans sa définition juridique classique, car celle-ci est également définie comme étant un accord entre sujets de droit international, donc des États, destiné à produire des effets de droit dans l'ordre juridique international et dans l'ordre interne pour les pays signataires. Et là, je vous renvoie à la page 116 du lexique de politique Dalloz. Et c'est bien le cas pour l'accord tripartite Maroc-USA-Israël, dont nous venons d'expliquer les principes et les objectifs. Deuxièmement, que l'accord tripartite en question contient essentiellement le concept de reconnaissance selon le droit international de la part des États-Unis et d'Israël à l'égard de la marocanité du Sahara. Troisièmement, qu'il existe deux formes de reconnaissance en droit international, à savoir une reconnaissance de facto et une reconnaissance de jure. La reconnaissance de facto signifie un acte à portée juridique imprécise par lequel un État émet des réserves ou limite les effets de la reconnaissance d'une situation. Et ce n'est pas le cas pour le cas d'espèce, c'est-à-dire pour l'accord Maroc-USA-Israël. Quant à la reconnaissance de jure, elle est à l'inverse de la reconnaissance de facto, parce qu'elle ne comporte ni réserve ni limite. Et c'est bien le cas pour l'accord tripartite en question. Car les objectifs et les principes qui y sont consignés sont clairement signifiés, mais avec les précisions suivantes, à savoir que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara y est explicitement réitérée parce qu'elle avait été formellement proclamée 12 jours auparavant, tandis que la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara y est implicitement exprimée. Je renvoie à la page 354 du dit lexique. On a glosé sur les relations maroco-israéliennes depuis décembre 2020. En s'interrogeant sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la marocanité du Sahara par l'État hébreu. Alors, pour mettre fin à une telle polémique, j'ai estimé utile de faire le point sur la question, en me référant d'une part au cadre juridique de la reconnaissance d'Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, comme nous venons de l'expliquer, et en me basant d'autre part sur les textes officiels et les déclarations orales des trois parties concernées. Pour admettre et considérer la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara, il faut se baser d'abord sur l'accord ou la déclaration tripartite. Accord ou déclaration, les deux terminologies sont valables, conclu entre le Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'État d'Israël le 22 décembre 2020, en y relevant l'intention et l'engagement du gouvernement israélien de Netanyahou à reconnaître la marocanité de l'ex-Sahara espagnol à l'instar des États-Unis d'Amérique. En effet, cet engagement est cristallisé par le lien établi entre la mise en exergue de la proclamation américaine portant sur la marocanité du Sahara occidental, telle que vous la voyez devant vous, bien mentionnée dans l'accord en question, d'une part, et le rétablissement, la promotion et la poursuite de la coopération maroco-israélienne dynamique et innovante dans tous les domaines, d'autre part. En d'autres termes, et en vue d'inciter et d'aider le reste des États du monde à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, à commencer par l'État d'Israël, signataire tripartite de l'accord précité, les États-Unis d'Amérique proclame cette reconnaissance en prêchant d'exemple, tout en liant la reprise totale et normale des rapports entre Rabat et Tel Aviv à la reconnaissance par ce dernier de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Et c'est précisément dans ce sens que nous lisons les phrases significatives suivantes, contenues dans la déclaration tripartite en question. Je cite « Rappelant l'entretien entre Sa Majesté le roi Mohammed VI
et son Excellence Donald Trump. Sa Majesté le Roi a confirmé l'intention du Royaume du Maroc et de l'État d'Israël de reprendre sans délai les contacts officiels pleins et entiers entre homologues marocains et israéliens et d'établir des relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales. Fin de citation. On ne peut plus clair. Et c'est justement en application de cette disposition dans la déclaration tripartite, encadrée maintenant devant vous en jaune, que les contacts entre les différents responsables marocains et israéliens devaient immédiatement commencer, dès janvier 2021. Un échange qui a été couronné par les visites au Maroc du ministre des Affaires étrangères israélien et futur Premier ministre Yair Lapid et du ministre de la Défense israélien Benny Gantz, respectivement les 10 et 11 août et les 24 et 25 novembre 2021. Ces visites ont donné lieu à la signature de 12 accords couvrant divers domaines, à la réouverture et la mise en marche des bureaux de liaison, à l'ouverture de canaux de communication entre les communautés des affaires et au lancement de vols directs opérés par les compagnies aériennes des deux pays. Les visites israéliennes précitées seront suivies par tant d'autres, de Tel Aviv à Rabat et vice-versa, par diverses personnalités gouvernementales marocaines, civiles et militaires, dont nous reparlerons ultérieurement. L'on appliquait ainsi des dispositions essentielles de l'accord tripartite. Mais les deux parties, marocaines et israéliennes, en sont-elles arrivées au bout de cette convention et de sa finalité finale, dans le sens juridico-politique? La réponse est hélas négative, c'est-à-dire non. Si l'on admet que cette finalité finale est la reconnaissance de la marocanité du Sahara du côté israélien contre l'établissement de relations diplomatiques. Pourtant, et nous venons de l'expliquer à travers les dispositions de l'accord tripartite, la reconnaissance israélienne de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental y est indirectement et logiquement comprise. Continuons donc notre démonstration de cette affirmation sur un autre chapitre sous une autre approche. Outre l'argumentation juridique que nous venons de déployer sur l'évidence de la reconnaissance israélienne de la marocanité de l'ex-Sahara espagnol à travers la relation significative des expressions idoines en la matière, je vous suggère à présent une dialectique aboutissant raisonnablement à la reconnaissance systématique d'Israël de la marocanité du Sahara. Primo, aucune forme de coopération concrète, fructueuse et durable entre le Maroc et Israël ne sera possible sans couvrir l'intégrité territoriale du Maroc. Car en excluant le Sahara marocain, Israël composerait avec un Maroc dont la souveraineté serait amputée comme son territoire et sa nation, ramenant l'État marocain à sa taille antérieure au départ définitif des Espagnols, c'est-à-dire en limitant l'espace de coopération maroco-israélien à la superficie allant de Tanger à Tarfaya, adhérant ainsi à la thèse séparatiste algéro-polysarienne et bafouant totalement l'unité territoriale du royaume. En d'autres termes, Israël en reviendrait à considérer le Maroc, politiquement, juridiquement et territorialement, dans l'état colonial où l'Espagne administrait encore ce territoire en puissance occupante. Une attitude israélienne qui serait diamétralement opposée à la réalité et à la légitimité que le Maroc n'acceptera plus d'aucun État au monde, quelle que soit sa puissance. Les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, ils sont là pour l'attester en prêchant d'exemple quand ils ont reconnu le 10 décembre 2020 la marocanité du Sahara. Et le discours royal historique du 20 août 2022 est là pour le confirmer à ceux qui voudront bien l'entendre, le comprendre et l'apprendre. Le discours royal où le souverain déclarait, je cite, « Le dossier du Sahara est la lunette à travers laquelle le Maroc évalue les amitiés et les partenariats », appelant les différents partenaires du royaume, aussi bien les traditionnels que les nouveaux, à exprimer une position claire
concernant son intégrité territoriale. Par conséquent, l'amitié maroco-israélienne, autant que leur partenariat, ne peuvent échapper à cette règle d'or. Washington l'ayant compris 2 ans plus tôt. Ne serait-il pas temps que Tel Aviv le comprenne 1 an plus tard, lui, signataire de l'accord tripartite au même titre que les États-Unis d'Amérique? Secondo, suite au premier point de raisonnement, toutes sortes de coopérations socio-économiques et sécuritaires sera notamment impossible sans couvrir l'ensemble du territoire marocain de Tanger à la Gouira. Et cette perspective sera à son tour irréalisable sans l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Donc cet objectif, non encore réalisé, rappelons-le, ne pourra à son tour se concrétiser sans la reconnaissance préalable par Israël de la marocanité du Sahara, 2 concepts fatalement liés, et nous l'avons vu bien mentionné dans l'accord tripartite en question, et qui pourrait même se réaliser officiellement en même temps, dans une simultanéité solennelle à Rabat et à Tel Aviv. Tertio, si Israël n'avait vraiment pas l'intention de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, en préférant une coopération bilatérale dans les limites territoriales, s'arrêtant à la frontière avec l'ex-Sahara espagnol, et à supposer, par sottise ou par plaisanterie, que le Maroc lui ait accepté cette condition impensable. Pourquoi donc s'impliquer dans un accord tripartite dont le socle géopolitique et l'essence diplomatique résident dans la marocanité du Sahara, soit l'intégrité territoriale, à laquelle a totalement adhéré la 3e partie signataire que sont les États-Unis d'Amérique dans le même esprit et les mêmes ambitions d'alliance trilatérale? Et comment Israël pouvait-il s'engager dans une alliance où son premier partenaire occidental, c'est-à-dire les États-Unis, compose avec un Maroc dans son unité territoriale, tout en se dérobant, lui, Israël, du même engagement à l'extérieur du même accord? Mais ce serait un non-sens logique, un illogisme diplomatique, pour ne pas dire une folie tout simplement. Un accord bilatéral entre Tel Aviv et Rabat aurait suffi, sans forcément ajouter les États-Unis comme partenaires et témoins à la fois, c'est-à-dire partie intégrante et partie prenante avec la qualité distincte d'État témoin garant. Et comment également pourrait-on concevoir entre Rabat et Tel Aviv une coopération dynamique et innovante, intégrale et intégrante dans les nombreux domaines économiques et sécuritaires évoqués dans l'accord tripartite en excluant le Sahara marocain? Chose aussi bien illogique qu'inadmissible par le Maroc et les Marocains, et contraire d'ailleurs à l'esprit et à l'essence du dit accord. À la lumière de ce qui précède, l'accord tripartite du 22 décembre 2020 comporte bien une reconnaissance israélienne, tacite et implicite, et non une reconnaissance formelle et explicite de la marocanité du Sahara, à l'instar des USA, avec l'engagement officiel du gouvernement israélien à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara dit occidental pour recevoir en retour du côté marocain la décision d'établir des relations diplomatiques entre les 2 pays. À ce propos, et pour revenir à l'une des 5 questions posées au début de cette intervention, celle de savoir si les relations diplomatiques sont déjà établies entre les 2 capitales ou non, car si, comme on le verra prochainement, ces relations diplomatiques ne sont pas encore établies, eh bien dans ce cas-là, le problème était donc, depuis décembre 2020 à aujourd'hui, celui de passer, pour Israël, de la reconnaissance tacite implicite à la reconnaissance formelle et explicite de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. À la prochaine vidéo donc, si Dieu le veut, je l'espère.